19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Réunion du Haut Conseil de sécurité présidée ce lundi par le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. Elle a été consacrée à l'évaluation de la situation générale en Algérie. La situation au Soudan est toujours aussi chaotique au 10e jour des affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. L'Algérie annonce le début du rapatriement de Khartoum des ressortissants et diplomates algériens. Proche-Orient, un nouveau nom s'ajoute à la longue liste des martyrs palestiniens. Souleymane Ayesh, 20 ans, a été lâchement assassiné ce lundi lors de l'assaut des forces de l'occupation sioniste sur le camp de Aqaba Jaber. Sergueï Lavrov à New York, le chef de la diplomatie russe a participé à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a évoqué une situation périlleuse pour le monde actuel, bien pire que celle observée durant la guerre froide. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, cette réunion du Haut Conseil de sécurité présidée donc ce lundi par le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. La réunion a été consacrée à l'évaluation de la situation générale en Algérie, indique un communiqué de la présidence algérienne. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Dahataf, a entamé une visite à Nouakchott en Mauritanie en sa qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune, une visite de travail qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles, de la coopération et de la coordination entre les deux pays frères. Ahmed Dahataf a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Marzouk. Les deux ministres ont signé un protocole d'accord sur les consultations politiques visant à mettre en place un mécanisme durable pour renforcer la coordination politique entre les deux pays. L'actualité, c'est également la situation au Soudan. Les affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide se poursuivent et l'Algérie décide d'évacuer ses ressortissants et personnels diplomatiques sur place. Le ministère algérien des Affaires étrangères affirme qu'il suit de très près la situation au Soudan à travers une cellule de crise mise en place à cet effet sous la présidence du secrétaire général du ministère, appelant ainsi les ressortissants algériens se trouvant dans ce pays à faire preuve d'une grande vigilance et de prudence et à rester en contact permanent avec ses services. Et à l'instar de l'Algérie, face aux combats meurtriers qui sévissent au Soudan, plusieurs pays ont été contraints à évacuer leurs ressortissants et personnels diplomatiques du Soudan. Neilaït Hamouda. Les partis en conflit au Soudan continuent de s'entre-déchirer pour le 10e jour consécutif. La situation humanitaire s'enlise davantage. Plusieurs pays ont commencé à évacuer leurs ressortissants et leur personnel diplomatique, des opérations souvent dangereuses à cause des affrontements en cours. Les capitales occidentales ont décidé d'intensifier les opérations de rapatriement. 2 avions militaires français ont atterri dimanche à Djibouti, avec au total 200 évacués français et étrangers. Le même jour, l'Italie a évacué tous ses ressortissants. De même, plus de 300 personnes, dont des Allemandes et de différentes nationalités, ont été évacuées en Jordanie. Au total, plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne évacués, selon le chef de la diplomatie européenne. Une opération réussie mais complexe. De nombreux citoyens de l'Union européenne et d'autres sont déjà hors du Soudan. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, plus de 1000 personnes à coup sûr. J'ai discuté avec les 2 généraux soudanais et je peux vous dire que nous ne pouvons pas nous permettre d'abandonner le Soudan, un pays très peuplé. Son implosion provoquera une onde de choc. Idem pour le Royaume-Uni qui a mis à l'abri tous ses diplomates et leurs familles. Le président américain Joe Biden a précisé que l'armée avait mené une opération héliportée sur ses ordres pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum, toujours via Djibouti.
L'Arabie saoudite, premier pays arabe à avoir évacué du Soudan 91 de ses citoyens et environ 66 ressortissants de 12 autres pays de la région. La Jordanie, l'Irak, l'Égypte ou encore le Liban ont emboîté le pas. D'autres pays comme l'Indonésie et la Turquie ont annoncé l'évacuation de leurs ressortissants, des rapatriements qui ne se font pas sans difficulté. Selon l'ambassade de Turquie à Khartoum, l'évacuation du quartier Kafuri a été reportée jusqu'à nouvel ordre à cause d'une explosion dimanche près d'un lieu de rassemblement. La fuite des étrangers inquiète les Soudanais. Les deux protagonistes du conflit campent sur leur position. Ils n'ont exprimé aucun désir de négociation ni de cessez-le-feu. À noter que les violences, principalement dans la capitale Khartoum et au Darfour, dans l'ouest, ont fait jusque-là, selon l'OMS, plus de 420 morts et 3700 blessés. Alors cette situation inquiète le secrétaire général de l'ONU qui s'est dit préoccupé aujourd'hui lors du Conseil de sécurité. Antonio Guterres a averti que l'escalade de violence dans le pays risque d'impacter également toute la région. Il appelle les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à agir pour venir en aide au Soudan. L'enlisement de la situation au Soudan a des conséquences directes sur l'économie du pays qui lutte depuis plusieurs années contre le marasme et tente d'améliorer ses indicateurs macroéconomiques. Je vous propose justement de suivre ce compte-rendu de l'étendue des dégâts, un sujet signé Kherdin Bataj, commentaire Mohamed Ali Ben Chaban. Bientôt 2 semaines d'affrontements armés au Soudan. Une situation qui pèse de tout son poids sur l'économie d'un pays fragilisé par l'instabilité politique, en plus des mesures de sanctions imposées par les institutions financières internationales et la suspension des aides. Une première tranche de 500 millions de dollars parmi 1 milliard destiné à consolider le budget de Khartoum a été gelée par la Banque mondiale. L'économie du Soudan en temps de conflit, c'est d'abord une vie quotidienne lourdement impactée. Approvisionnement en eau et électricité perturbée, Internet coupé dans tout le pays pratiquement et une inflation qui du coup repart à la hausse après des perspectives encourageantes du FMI de ramener la moyenne annuelle à 77%. Les craintes se concentrent également sur les importations et exportations du pays. C'est la logistique est à genoux, le Soudan classé 5e plus gros importateur au niveau mondial, vit en grande partie sur des achats de céréales, des achats qu'il finance partiellement grâce à ses exportations d'or qui lui rapportent dans les 2 milliards de dollars par an. Le précieux métal étant expédié principalement par voie aérienne. Enfin, c'est toute l'attractivité économique du pays vis-à-vis des investisseurs étrangers qui volent en éclats à travers ce conflit. Les sociétés étrangères de plus en plus enclines à évacuer leur personnel étranger et à abandonner leurs activités au pays. Au total, et selon les premières estimations, l'escalade coûterait au Soudan un demi-milliard de dollars par jour. Alors ces affrontements ont également condamné les habitants dans leur quartier sans eau ni nourriture et sans aucune aide médicale. Et pour faire face à cette situation, des sites web et des applications ont été créés par des Soudanais pour subvenir justement aux besoins de base de la population victime de ces affrontements. Naliman Zekar. La situation au Soudan est de plus en plus inquiétante. Les affrontements entre armées soudanaises et forces de soutien rapide ont piégé des milliers de civils dans leur quartier, coupant l'accès à l'eau, à la nourriture et aux soins de santé. Pour faire face à cette crise, des groupes communautaires, des sites web et des applications ont vu le jour pour mobiliser une aide médicale et trouver des fournitures de base. Depuis son domicile dans le centre de l'Arabie Saoudite, le développeur web Frida Adel, 30 ans, a transformé son site web personnel en une plateforme où les gens peuvent demander ou offrir de l'aide en fonction de leur emplacement. Lorsque la crise et la guerre ont éclaté au Soudan, les gens ont été choqués. Ils ne savaient donc pas quoi faire. Ils ont commencé à partager ce dont ils avaient besoin sur les réseaux sociaux. Et en même temps, d'autres personnes partageaient également des fournitures en ligne. J'ai donc eu cette idée de regrouper tous ces cas dans une seule application, que ce soit les personnes dans le besoin ou celles qui fournissent des aides. J'avais un site web personnel
et j'en ai fait une plateforme dédiée à la publication d'appels, de besoins et d'annonces de fournitures. Dans la capitale Khartoum, un médecin soudanais a construit une communauté WhatsApp de 1200 personnes divisées en groupes pour les différents districts de la capitale afin que les gens puissent partager des informations sur les fournitures de base. Chaque fois que je regarde une certaine zone, je constate que les gens communiquent réellement et nous avons réussi à obtenir des médicaments, de la nourriture pour certaines personnes. Le but est que cela se passe bien. Nous n'avons pas d'argent ni d'aide financière, mais nous essayons simplement de faciliter la communication entre les gens. Avec la fermeture de la plupart des hôpitaux de Khartoum, les besoins médicaux sont intenses. Dr Bey suit une application de santé et passé de l'aide aux Soudanais pour faire face aux problèmes existants liés à la pauvreté à l'aide aux personnes touchées par les affrontements. Des dizaines de médecins du monde entier se sont inscrits depuis le 15 avril pour donner du temps aux Soudanais qui ont un besoin urgent d'aide médicale en utilisant l'application. Ce drame au Burkina Faso, une soixantaine de personnes ont été tuées jeudi dans une localité du nord du pays par des hommes arborant des tenues de l'armée nationale. C'est ce qu'a annoncé hier soir le procureur de Ouagouya en annonçant l'ouverture d'une enquête. Ce massacre est intervenu une semaine après la mort de 6 soldats et de 34 supplétifs de l'armée tués lors d'une attaque terroriste présumés près du village d'Aorema, une quinzaine de kilomètres d'Aouagouya. 31 corps en état avancé de décomposition ont été repêchés par les gardes-côtes tunisiens au large des gouvernorats de Sfax, Mahdia et Gabès. Les gardes-côtes annoncent également avoir intercepté et renvoyé 372 autres migrants des territoires tunisiens. Et dans le même dossier, au large de la Libye, ce sont les corps de 34 migrants clandestins ayant péri noyés en tentant de gagner l'Europe qui ont été repêchés sur les côtes de l'Ouest en 5 jours. Un bilan qui risque de grimper selon le Croissant Rouge libyen. Nous l'évoquions en titre, au Proche-Orient, une nouvelle victime s'ajoute à la longue liste des martyrs palestiniens. Souleymane Ayesh, 20 ans, a été lâchement assassiné ce lundi lors de l'assaut des forces de l'occupation sioniste sur le camp de Aqabat Jabr. 3 autres Palestiniens ont également été blessés. Le changement de position unilatérale du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez sur la question de la décolonisation du Sahara occidental continue d'alimenter la crise qui traverse l'État espagnol. La politique ibérique est encore revenue sur la relation suspecte qu'entretient Pedro Sánchez avec le palais royal marocain. Sofiane Baroudi nous en parle. Les contours d'une crise profonde paraissent animer le champ politique en Espagne. Le journal Moncloa est revenu sur un de ces aspects avec un intitulé évocateur. Le gouvernement cache une autre subvention. L'article aborde le volet des investissements et surtout des cadeaux attribués par l'Espagne au Royaume du Maroc. Le cas échéant, il s'agirait d'une subvention sans contrepartie pour le soutien à l'emploi dans l'économie verte. Les fonds seraient attribués par une structure qualifiée par l'article comme étant controversée, à savoir l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, organisme dépendant du ministère des Affaires étrangères espagnol. L'aspect polémique de cette aide est fondamentalement lié à la situation de crise politique provoquée par la volte-face du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez sur la décolonisation du Sahara occidental. Le scandale de corruption Marocco-Gate qui a secoué le Parlement européen, révélant des circuits de corruption et des réseaux d'influence monnayés via l'utilisation d'organisations non gouvernementales écrans, a probablement attisé les questionnements. Nous sommes dans un moment historique et dans une période fondamentale dans laquelle nous voyons comment la diplomatie de l'argent qu'arbore le Marcel marocain pour acheter des volontés et la loyauté de certains afin de justifier son occupation illégale du Sahara occidental, est en train d'être déroutée. Dernièrement, nous avons assisté à la plus grande affaire de corruption de l'histoire du Parlement européen. Un réseau mafieux a été créé pour acheter des députés européens dans l'objectif de justifier l'occupation marocaine illégale du Sahara occidental.
La relation entre Sanchez et le palais royal marocain soulève beaucoup d'interrogations, jusqu'à être qualifiée d'affaire d'État. Dans une conjoncture marquée par de fortes turbulences internationales, les critiques pleuvent sur l'exécutif espagnol, animant une opposition vivace à la droite comme à la gauche du gouvernement. Le Parti populaire a exprimé à plusieurs reprises ses doutes sur les vraies motivations qui ont amené Sanchez à offrir tant de concessions au Maroc. À la gauche du gouvernement, les critiques se font de plus en plus fortes et réclament un repositionnement de Madrid et la consécration de sa responsabilité historique dans la décolonisation du Sahara occidental, ainsi que la résolution du conflit à travers le respect des principes de la Charte des Nations Unies, conférant au peuple sahraoui le droit légitime à disposer de lui-même. Et direction New York à présent, où le chef de la diplomatie russe a participé à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Sergueï Lavrov a évoqué une situation périlleuse pour le monde actuel, bien pire que celle observée durant la guerre froide. On rappelle que la Russie occupe ce mois-ci la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Chers collègues, comme ce fut le cas pendant la guerre froide, nous avons atteint un seuil dangereux, peut-être même plus dangereux. La situation a été aggravée par la perte de confiance dans le multilatéralisme, alors que les sanctions financières et économiques de l'Occident détruisent les bénéfices de la mondialisation. Les États-Unis et leurs alliés abandonnent la diplomatie et exigent que les relations soient clarifiées sur le champ de bataille. Tout cela se fait dans les couloirs des Nations Unies, qui ont été créés pour prévenir les horreurs de la guerre. La Chine assure respecter le statut d'État souverain des pays de l'ex-URSS après les déclarations controversées de son ambassadeur en France. L'ambassadeur chinois en France avait, rappelez-vous, été questionné sur la chaîne d'information LCI à propos de la province ukrainienne de Crimée, annexée depuis 2014 par Moscou. Et il avait nié vendredi soir la souveraineté d'ex-républiques soviétiques, des propos qui avaient provoqué une levée de boucliers dans les États concernés. Après la dissolution de l'Union soviétique, la Chine a été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec les pays concernés. Depuis l'établissement des relations diplomatiques, la Chine a toujours adhéré au principe de respect mutuel et d'égalité de traitement pour développer des relations bilatérales amicales et coopératives. La partie chinoise respecte le statut des États membres en tant qu'État souverain après la dissolution de l'Union soviétique. Et du sport, avant de clore cette édition, l'Algérie s'apprête à accueillir un autre événement sportif cette année 2023. La CAN U17 se jouera dans 3 villes du pays, Alger, Constantine et Annaba. Du 29 avril au 19 mai prochain, 12 nations se disputeront le sacre final ainsi que 3 places qualificatives pour la Coupe du Monde de la catégorie. Une première, Salah Faisal. L'Afrique se réunit une deuxième fois en 2023, au pays des rêves, l'Algérie. Après la réussite du CHAN, l'Algérie s'apprête à accueillir un nouvel événement, la CAN U17 qualificative à la prochaine Coupe du Monde prévue en fin d'année. 3 villes, Alger, Constantine et Annaba, abritent la compétition. 12 nations réparties en 3 groupes de 4 disputeront le sacre final. Du 29 avril au 19 mai, de la culture algérienne aux vibes africaines. Du rail, du zlige, de la gastronomie et de l'histoire. L'Algérie, pays hôte, exposera aussi l'hospitalité de son peuple et l'enthousiasme que le public algérien a pour le football. Les jeunes auront la possibilité de jouer dans des stades bijoux. Les Fennecs seront favoris. Les poulains d'Erzkirman comptent bien remporter la Coupe d'Afrique et arracher un billet pour la prochaine Coupe du Monde. Les coéquipiers d'Anatov ont déjà remporté la Coupe arabe après leur magnifique victoire face aux Marocains à l'issue des tirs au but après un match nul d'1 but partout. À la CAN U17, l'Algérie évoluera dans le groupe A, aux côtés de la Somalie, le Sénégal et le Congo. Il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Le destin se répète, comme le CHAN Constantine accueillera le Maroc à la CAN U17. Mais contrairement au CHAN, le président de la fédération marocaine, Fawzi Larja, est revenu
a de meilleurs sentiments. L'Arja a cédé. Le Maroc prendra part à la CAN U17. Les Marocains joueront dans le groupe B, qui contient l'Afrique du Sud, Nigeria et la Zambie. Annaba est la hôte du groupe C. En tête du groupe, le Cameroun. Les Lions indomptables devraient passer le Mali, le Burkina Faso et le Soudan du Sud. L'enjeu de la CAN U17 est important. Un titre continental et 4 billets pour la Coupe du Monde U17 pour les équipes qui atteignent le dernier carré. Mais avant, l'escale est obligatoire à Alger. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.